Là, je vais commencer à me présenter parce qu'on est dans l'ordre de la table. Là. Antoine Longeon, donc responsable de l'innovation à Mega International. Je travaille depuis longtemps dans l'architecture d'entreprise, aussi bien dans les organismes de standardisation que dans la partie implémentation de nos propres outils et méthodes. Et voilà, il nous a semblé que ce thème de l'intelligence artificielle, couplé à notre activité, était tout à fait d'actualité. Antoine, en est-il de même pour vous? Tout à fait. Antoine Moutapa, architecte expert Sésame. Donc, j'interviens sur différents comptes. Et effectivement, ce sujet de l'intelligence artificielle, système expert, en particulier sur les systèmes liés au flux, tout ce qui est planification logistique, est un sujet d'intérêt majeur en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on va tous les deux témoigner sur des angles de vue un petit peu différents, mais on verra quand même qu'il y a des choses qui se rejoignent et qui vont se nourrir de manière complémentaire. Quel suspense! Alors, on commence par une petite introduction rapide, parce qu'en fait, ce mot intelligence artificielle, il ne s'agit pas de faire un cours, mais ici, il y a quelques petits rappels, en particulier dans les deux grands thèmes qu'on va développer aujourd'hui. Il y a eu deux courants, hein, on va employer le vocabulaire qu'on retrouve naturellement dans les encyclopédies, autour de l'IA dite symbolique, la première, et puis l'IA dite connexionniste, qui a le vent en poupe aujourd'hui. Les deux ont eu leur apogée, leur moment de crise. Hein. Donc, l'IA symbolique, elle utilise plutôt des logiques formelles, et les règles derrière. Aujourd'hui, elle est en train d'évoluer elle-même vers l'enrichissement de ces règles. L'IA connexionniste, elle utilise ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux, l'apprentissage profond. C'est cette dernière qui a le vent en poupe aujourd'hui. D'ailleurs, quand on avait prévu le séminaire, on ne savait pas qu'il y aurait ce hype, cet engouement pour le nouvel outil de ChatGPT qui nous impressionne tous. Et en fait, on voit que derrière ces grandes évolutions, il y a une convergence des deux dans la nature des modèles qui vont être traités pour aborder la richesse du monde qui nous entoure, qui est un monde plus complexe que celui de la première intelligence artificielle. Tu peux passer là, au suivant. Là. Donc, là, un petit rapidement, petit rapide synthèse de ces deux éléments-là. Hein. Ouais. Donc, d'un côté, on va avoir la transmission de connaissances, hein, et de l'autre côté, donc sa formalisation par des règles, par des mécanismes d'organisation sémantique, et de l'autre côté, par tâtonnement, on va apprendre finalement ces fameuses règles pour en déduire des propositions et s'orienter dans le monde. Et dans la vie courante, c'est comme ça. Hein. Si un enfant, on lui apprend à traverser la rue, on va lui dire ce qu'il faut faire et pas faire. Il ne va pas le faire par tâtonnement. Par contre, pour apprendre à marcher, il le fait par expérimentation. Donc, les deux mécanismes existent dans la vie courante aussi. Il se trouve que sur le plan des connaissances, tu peux passer au suivant, les deux mécaniques en fait arrivent à des conclusions. On cherche des résultats équivalents, à savoir dans l'univers complexe trouver des clusters qui sont les fameux systèmes en interaction avec les fonctions qui vont avec. On les classifie pour leur donner différentes dimensions à la fois des caractéristiques de mesure et de classement. On a tout ce réseau de liens qui est autour qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, on essaie de faire de la complétude de graphes, des graphes sémantiques, des graphes de connaissances, pour que justement notre connaissance soit enrichie par nos outils. L'IA symbolique fait la même chose, mais avec une approche très différente, une approche par expérience, par la manipulation des grandes données et recherche de patterns de manière probabiliste. Donc l'idée, évidemment, c'est d'arriver au même résultat, mais en couplant la puissance des deux, ce qu'on appelle l'IA hybride, qui aujourd'hui, je pense qu'on est au premier pas de ces travaux-là. On va voir au cours de nos travaux comment ces pas se mettent en œuvre. Donc nous, pour ce faire, on vous propose deux petits exemples au départ qu'on va faire dans l'étape suivante. Alors, là, je vous montrerai un petit exemple, en fait, comment à partir d'aujourd'hui, à la fois des textes, c'est là où il y a le plus grand progrès, hein, des textes et des images, les outils d'intelligence connexionniste arrivent à retrouver les concepts qui sont derrière, hein, par analyse par couches multiples, pour retrouver les différents éléments qui sont cachés dedans et les apporter à notre niveau de connaissance, hein, qui est la partie droite, hein, qui est bien dans le texte que dans les images aujourd'hui. Alors, dans nos deux cas pratiques, on a deux cas sur lesquels on travaille nous aujourd'hui, où on met en place cette IA connexionniste. Et pourquoi? Parce que historiquement, les référentiels d'architecture d'entreprise étaient essentiellement remplis à la main. Donc, on a des beaux modèles, des bonnes règles formelles. Allez-y, messieurs, derrière vos claviers, il faut faire ça vite et rapidement. Ça demande du temps, des compétences, et de nombreuses entreprises aujourd'hui n'ont plus forcément d'abord les moyens
quelquefois les compétences d'architecture pour le faire. Et puis, il y a une attrition assez importante de ces données-là qui deviennent vite obsolètes quand elles ne sont pas actualisées et la pertinence première se perd au cours du temps. Donc, la tendance, c'est fournir des automates qui vont venir peupler de manière régulière et de manière qualitative, bien évidemment, parce que peupler avec de l'information sans valeur, le référentiel perdra aussi de son intérêt. Et on va le faire sur deux aspects ici, la découverte des assets logiciels dans une première phase et à la fin, en conclusion, sur la découverte des données où on verra que justement cette hybridation commence à apparaître. Donc, dans la partie découverte des assets, nous, on a toute une partie asset management dans l'offre de Mega, en particulier les assets des applicatifs de l'entreprise, avec une volonté de les maîtriser en fonction des outils techniques qui les supportent et d'autre côté des finalités métiers auxquelles elles servent. De trouver le bon arbitrage entre efficacité et pérennité dans le temps. Pour ce faire, on a des bibliothèques externes de Eracen chez nous et Technopédia qui fournissent environ 140 000 lignes de produits, 114 000 lignes. Là. Et de manière à ce qu'on ait des données prêtes à l'emploi, les logiciels qu'on utilise sur le marché, en général, ils sont partagés par un grand nombre d'entreprises. Il se trouve que la qualité de ces bibliothèques elle-même était améliorée, donc on a utilisé les premières techniques de fiabilisation et environ 20% du contenu a été normalisé, on va dire, avec on a retiré les doublons, retiré les définitions qui étaient erronées, et en utilisant nos techniques justement d'intelligence artificielle. Donc ces bibliothèques normalisées, après, on les fait entraîner notre modèle de manière à ce que, quand on découvre avec les techniques de découverte l'infrastructure des clients, tous les logiciels qu'on peut trouver dans son infrastructure, vous imaginez qu'on trouve de tout, des choux et des carottes. Bien évidemment, on les fait analyser par l'outil avec la base normalisée qu'on a entraînée dans l'intelligence artificielle. Et le but, là, ici, c'est de différencier ce qui est le support technologique de l'application métier, de manière à ce qu'on aille vers notre asset management de manière automatisée, bien évidemment. Si les 14 000, il faut les faire à la main, vous imaginez qu'on est perdu d'avance. Et on obtient des résultats assez exceptionnels, même qui nous ont surpris, on va dire. Où en fait, la qualification de ces technologies et de ces logiciels de base en technologie application métier, on atteint des taux de 95-90%. Bien évidemment, on a les architectes mobiliers qui vont prendre leurs décisions, qui vont justement enrichir le modèle IA qu'on a monté derrière, de manière à l'améliorer, à l'entraîner lui-même pour qu'on progresse dans le temps. Donc, pour ce faire, j'en parle un tout petit peu, on a monté une plateforme qui s'appelle MLOps, c'est-à-dire que c'est le DevOps du machine learning, de manière à ce que cette boucle se fasse automatiquement chez nous. Donc, la deuxième partie qu'on a cherché à faire, donc là, on sortira une offre, il y aura des annonces en début d'année, on est en phase de finalisation et d'entraînement de notre modèle, et de validation avec les données clients. Et les résultats sont tout à fait à la hauteur des espoirs. Donc, cette chaîne de traitement automatisée à grand volume et à grande échelle de niveau de qualité se met en place. La deuxième partie, qui est plus compliquée, c'était de se dire, oui, mais là, on a bien différencié les applicatifs métiers. Forcément, la valeur de chez nous, c'est à quoi ils servent. Donc, forcément, il faut trouver leur finalité et donc trouver les grands domaines d'activité de l'entreprise à travers une carte capacitaire des métiers qui raconte à quoi elle sert, de manière à ce qu'on en pilote la valeur et l'utiliser dans le temps. Donc là, un autre type d'entraînement, il est un peu plus difficile parce que la connaissance métier, celle-là, il faut aller la chercher, il faut la construire. Donc il y a bien des données, on va avoir deux types de données ici. On est en train de construire un centre de compétences sur la capture du contenu. On a commencé par le contenu le plus normalisé, c'est-à-dire celui des grandes activités de support de l'entreprise. Les ressources humaines, la finance, la logistique, des choses sur lesquelles partagées par l'entreprise et sur lesquelles on est sûr de trouver des données cohérentes. Mais on va monter des choses un peu plus dans chaque domaine d'activité. Et on va le faire de deux manières, avec des équipes qui renseignent ces éléments de contenu d'une manière formalisée et aussi du web scrapping, c'est qui va chercher automatiquement sur le web cette connaissance de manière à nourrir notre modèle d'intelligence artificielle, qui va reconnaître à travers les mots et à travers les qualificatifs les éléments métiers auxquels se rattacher. Donc, on a aussi là quelque chose qui va sortir. C'est quelque chose un peu plus compliqué, mais on a encore une fois des résultats assez surprenants, de bonnes qualifications, quand les domaines, évidemment, métiers sont bien solidifiés et bien en contribuant, bien entraîner la machine. Donc, ça fait deux éléments assez importants, où on est très efficace dans l'usage de cette intelligence artificielle connexionniste dans le remplissage automatique de nos référentiels et donc dans la qualité qu'on pourra en tirer.
Mais voilà, ces éléments qu'on a fait en amont, Antoine, nécessitent quand même un travail de formalisation beaucoup plus puissant et de la connaissance métier. Et je pense que c'est vous aussi des choses que vous avez rencontrées dans la partie algorithmique au sein de la simulation de l'entreprise. Où en êtes-vous Tout à de fait, votre côté? Alors, effectivement, je vais vous faire un témoignage sur la partie symbolique, hein, versus connectiviste. Alors, c'est vrai que en ce moment, il y a un engouement très très fort sur le connectiviste. Et donc, on a posé tout simplement la question à ChatGPT. Mais finalement, est-ce que cette approche symbolique, elle a encore une valeur? Est-ce qu'il ne faut pas la mettre en retrait, hein, finalement passons derrière le connectivisme. Voilà, c'est ça. Et ChatGPT voilà, vous pouvez effectivement lire la réponse. Effectivement, le connexionnisme et l'apprentissage ont montré des résultats remarquables dans de nombreux domaines. Tu vas parler de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance d'assets, langage naturel, jeux vidéo. Mais effectivement, ces techniques ont tendance à être approchées en fait pour ces domaines-là, mais pour des choses qui restent autour d'activités où il y a de la connaissance formelle, du raisonnement logique et de la planification, l'approche symbolique reste à valeur. Voilà, donc je vais vous faire un petit témoignage là-dessus. Et effectivement, mais ça on le verra en termes de conclusion, les deux approches, bien sûr, sont à combiner. C'est un peu le sens de l'histoire, la combinaison des deux approches pour pouvoir encore aller de manière plus puissante vers la maîtrise de nos entreprises et des systèmes complexes. Alors, deux petits schémas très simples, assez, je dirais, pour caricaturer et voilà, vous marquer un petit peu en termes de pédagogie le sujet. Donc, un premier finalement système d'intérêt avec un environnement stable, en fait. Donc, voilà, il y a des données d'entrée, des données de sortie, donc un schéma très simple. Et donc, une approche connexionniste, en fait, est basée sur des données du passé. Et cet apprentissage va bien marcher, en fait, avec ces données du passé et dans un environnement bien stable. Alors, vous allez me dire, oui, mais maintenant, on a des puissances de calcul de plus en plus importantes, on fait du deep learning, il y a plein de nouvelles technologies qui vont permettre de brasser, je dirais, de plus en plus de données. Mais fondamentalement, dans le concept, cette notion de données du passé et d'environnement stable, vous n'y changez rien avec cette puissance, je dirais, de calcul et deep learning. Donc, finalement, fondamentalement, on apprend sur du passé. Donc, c'est ça le sujet. Et effectivement, on apprend par rapport à l'environnement stable. Un petit témoignage personnel. Quand j'ai fait pas mal de CRM quand j'étais petit, on apprenait le comportement des clients sur des navigations d'achat. Effectivement, les clients changent de comportement. Et en fait, finalement, les modèles d'apprentissage, ils sont à réinitialiser régulièrement parce que sinon, effectivement, comme les clients changent, donc finalement, leurs habitudes d'achat changent, finalement, l'environnement évolue et donc finalement, les règles d'apprentissage sont à réapprendre régulièrement parce que sinon, effectivement, l'apprentissage, je dirais, stabilisé ne résiste pas, entre guillemets, à des méchants clients qui changent leur comportement avec des comportements qui changent dans le temps. Donc, voilà. Donc, je dirais, premier pied pédagogique par rapport à l'approche connextionniste. Alors, l'approche symbolique, en fait, je dirais qu'on est plutôt dans un périmètre de valeur avec des systèmes complexes. Alors, qu'est-ce que j'appelle un système complexe? Pour vous donner un exemple, nous, en ce moment, on travaille plutôt sur des systèmes de type le système industriel du futur Airbus A320, une plateforme aéroportuaire. Oui, je dirais un système, je dirais, un système avec beaucoup d'entrées-sorties et des contraintes d'environnement très, très fortes et des environnements qui peuvent être instables. Je pense en particulier en ce moment avec tous ces problèmes de rupture de flux qui font que finalement, ces environnements-là, ils sont instables. Et donc, l'apprentissage sur le passé ne va pas donner des résultats satisfaisants. Donc, l'approche symbolique permet de jouer avec la modélisation des connaissances, avec différentes hypothèses. On va pouvoir jouer effectivement avec ces hypothèses et jouer avec des ruptures et donc pouvoir finalement maîtriser et adapter la stratégie de réponse de système complexe avec cette approche symbolique. Alors, je ne pose pas de tous les deux, hein, vous voyez, je mets un peu des guidelines, entre guillemets, sur les environnements d'application et finalement de pertinence d'application par rapport à la nature du système et la nature de l'environnement. Alors, c'est pareil d'un point de vue vraiment, je dirais, pédagogique, quelques définitions. Donc, finalement, on se rapproche d'une notion d'encapsulation de
de connaissances. Donc, finalement, l'approche symbolique va permettre de capturer ces connaissances en termes de faits, de règles. Voilà. Donc, et on va jouer avec ça, avec un moteur d'inférence. Voilà, on peut utiliser des termes techniques, peu importe. En tous les cas, on va pouvoir jouer avec ça. Mais le sujet, en fait, ça va être de structurer et d'arriver à se faire un modèle de connaissances d'un périmètre de système complexe d'entreprise, par exemple, dans un périmètre complet. Donc, voilà. Donc, le sujet, la problématique, elle est bien là, c'est autour du modèle de connaissance et l'approche symbolique va nous aider, et l'approche systémique va nous aider à résoudre ça. Alors, l'architecture et les modèles techniques et métiers vont permettre finalement de matérialiser cette base de connaissances. Pourquoi? Pour atteindre les résultats visés en termes généralement d'objectifs métiers, d'optimisation de flux, de pilotage de processus. Donc, ces modèles techniques et métiers doivent être orientés par rapport aux objectifs visés pour optimiser d'un point de vue métier technique. Donc, notre sujet, ça va être finalement dans l'approche symbolique, d'arriver à poser des modèles techniques et métiers, mais qui soient structurés, qui soient systémiques, qui permettent d'adresser des périmètres très larges d'entreprise et qui permettent de jouer ensuite avec un moteur, enfin, voilà, et de simuler globalement ces comportements en partant de données opérationnelles et en arrivant à finalement arriver à la fin de lecture décisionnelle de ce comportement de périmètre très large. Alors, l'architecture d'entreprise, finalement, c'est nous, Sésame, c'est notre ADN. En fait, l'approche système et l'approche systémique et ce cadre d'architecture va permettre de capturer et d'organiser ces modèles techniques et métiers. Donc, voilà une petite pyramide. Souvent, Sésame, on l'associe à la pyramide et ce cadre d'architecture Sésame. 3 niveaux très simples. Un niveau du pourquoi, un système et une mission. Un système, on ne l'organise pas, on va trouver une stratégie de réponse si d'abord on comprend à quoi il sert ce système, le pourquoi. Et ensuite, on va rentrer dans le système avec les 2 étages, entre guillemets, inférieurs. Un étage plutôt comportemental, processus, fonction, et un étage plutôt structurel en termes de constitution de ce périmètre-là, hommes, organisation, infrastructure, technique, logiciel. Voilà, donc un petit mot pour dire que ces modèles, ils seront puissants si organisés, et en particulier dans une approche systémique. Voilà, donc Sésame, on est spécialisé dans cette approche systémique et organiser ces modèles avec ces cadres d'architecture. Alors, pour vous illustrer la chose par rapport à cette complexe, je vous ai mis une petite imagerie, là, je vous ai mis à droite, vous allez reconnaître un aéroport, en fait, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, voilà, donc on peut le voir comme des avions qui tournent autour d'un hub, donc ça c'est une manière de voir un terminal de Roissy, mais on peut voir aussi Charles de Gaulle comme à gauche, c'est une vision fonctionnelle en fait de Charles de Gaulle. Voilà, c'est finalement un modèle métier qui va permettre de jouer, voilà, en approche symbolique avec un système complexe et jouer avec ses entrées-sorties, ce comportement d'un périmètre très large. Voilà, donc, la vision géométrique est importante, mais généralement, c'est ces modèles techniques et métiers plus complets, à la fois fonctionnels, structurels, qui vont permettre de jouer et de modéliser ces périmètres très larges pour jouer avec de manière en intelligence artificielle symbolique. Un message aussi important, c'est il va falloir capturer et simuler avec beaucoup de données, en fait. Donc, des données d'entrée, voilà, par exemple, des volumes d'achat, des délais de livraison. On va pouvoir jouer avec des variances sur ces données d'entrée. Donc, c'est pareil, ça aussi. L'organisation de la donnée sera importante. Tu en as parlé, Antoine. Oui, bien évidemment. L'organisation de la donnée sera importante pour pouvoir avoir des modèles de données qui vont permettre de jouer, d'organiser ces données aussi en entrée et d'optimiser ensuite nos systèmes. Voilà. Donc ça, c'est une petit message sur l'organisation des données. Ce n'est pas des données à plat, voilà, c'est des modèles qui doivent s'organiser pour jouer. Alors, à l'instar d'Antoine qui faisait référence aux travaux de recherche, l'avancée de Méga, Sésame, nous également, groupe Sésame, on investit sur ces logiques de modélisation et de simulation d'entreprise. Et de finalement, quelque part, on tend vers un jumeau numérique systémique, on l'appelle comme ça. Alors, le jumeau numérique, c'est un Graal, donc enfin, on en parle beaucoup du jumeau numérique. C'est un Graal, on y progresse, on y progresse. Et donc, dans la logique d'investissement Sésame, effectivement, il y a tout un travail, je dirais, de développement de plateformes et de langage de modélisation et de simulation systémique qui est fait aujourd'hui par Systemic Intelligence.
et donc voilà, qui permet de développer une plateforme également WordLab pour atteindre, pour aller et supporter ce type de simulation. La petite image que je vous ai mis là, c'est, alors vu de satellite, on distingue un petit peu ce que c'est en fait, enfin on distingue, c'est une image satellite, c'est un port en fait, c'est le port de Dunkerque, qui est en fait en ce moment on est en train je dirais, de travailler sur l'optimisation des flux. Hein. J'y reviens, c'est un sujet qui est très d'actualité en ce moment avec tous les mouvements, les ruptures, les changements un peu de circulation dans la planète, hein, on va dire. Et donc, c'est l'image, entre guillemets, satellitaire de Dunkerque. Et on voit un certain nombre de petites données là, qui sont encapsulées sur certaines zones de ces plateformes. Et on joue avec tout ça pour finalement adapter la stratégie de réponse. Et donc, finalement, avec une approche symbolique, là, on n'est pas en apprentissage connextionniste, on est dans une approche symbolique. Voilà, faire de l'optimisation et de l'assimilation voilà, qui tend vers l'optimisation, je dirais, métier, avec pas mal de données qui sont associées derrière. Mais voilà, on est dans un, je dirais, je me dire un peu caractérisé, dans un câblage symbolique. Tout ça est soutenu par un câblage symbolique. Et voilà, c'était pour vous illustrer, entre guillemets, cette patte je dirais, d'intelligence autour des systèmes complexes avec l'approche symbolique. Oui, alors tu parlais effectivement des jumeaux numériques, pensant que c'est bien un Graal. Alors il se trouve qu'ils supposent des modèles d'une plus grande richesse que ceux qu'on représente au départ, comme les couverts de texte ou d'images, parce qu'ils sont multidimensionnels. Et ils racontent différents niveaux systémiques, comme on dit souvent dans notre jargon. Je crois que c'est le suivant. Ouais, un crack. Ouais. Alors la bonne nouvelle, alors à la fois la bonne nouvelle et la convergence finalement qui se produit, c'est que dans la partie d'IA connexionniste aussi, il y a tout un travail qui, au départ, ils avaient des données qu'on appelle relativement euclidiennes. Je chercherai sur ChatGPT ce que ça veut dire. Et en fait, ils avaient un type de réseau de neurones qui s'appelle, c'est pareil, on va pas des définitions, les neurones convolutifs, hein, qui par couches successives arrivent à trouver les mots, les termes, et par rapprochement, en fait, il fait de découverte des termes par couche, arrive ce que fait très très bien ChatGPT, arrive à retrouver ces niveaux de connaissance et même à les assembler, parce que le retour qui est fait du côté texte de ChatGPT est assez impressionnant. Il se trouve aussi que lorsqu'on gère des systèmes plus complexes, plus interconnectés, où la dimension fonctionnelle et algorithmique associée au fonctionnement devient importante, ces graphes-là, ils évoluent vers ce qu'on appelle les graphes neural network. Hein. Ils sont une méthode, ils viennent enrichir les méthodes d'apprentissage profond, hein, et ils traitent des données complexes que les neurones convolutifs ne savent pas très bien faire. Alors, il se trouve que la même évolution arrive dans les modèles d'architecture d'entreprise. On avait des modèles nourrisiens, je dirais, relativement à plat aujourd'hui, et on commence à les voir s'organiser par niveau systémique, avec une notion que je sais comme petite visualisation, ce qu'on fera plus tard, de ce qu'on appelle le zoom sémantique, passer de niveau à niveau. Hein. À droite, on a un petit prototype que nous, on est en train de faire sur la manière de naviguer par zoom sémantique successif dans les différents niveaux de fonctionnement d'entreprise. Alors, aussi bien que ce soit le fonctionnement des flux entre les systèmes ou même la structure des données qui peut s'aborder de cette manière-là. Et on voit vraiment une grande convergence sur la nature des réseaux, la nature des graphes qu'on est en train de traiter, en entrée et en sortie, entre la formalisation de la connaissance dans l'entreprise et de l'autre côté, la partie expérimentation de ces modèles à partir des données du terrain. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, nous, on a un petit exemple qu'on est en train de faire sur ces données-là, qui marie vraiment les deux. J'en ai parlé tout à l'heure au début, c'est la classification automatique des données. Donc, on a une première phase où, effectivement, on a toutes les données en entrée de l'entreprise avec grâce aux outils automatiques aujourd'hui qui nous permettent d'aller faire c'est pas du web crawling au sens de Google, mais c'est un petit peu du crawling à l'intérieur de l'infrastructure du client. Hein. Il y a un ex, je crois, encore là, si tu mets. Ah, pardon. Oui, c'était animé, mais ça n'aurait pas dû l'être. Du client. Donc, en fait, on a tous ces outils de découverte qui vont, alors, première étape, on a des données assez brutes, on va dire, hein, en quelque sorte, les champs des modèles de données, si vous voulez. Et il faut arriver à les trouver, les identifier. Donc, on a toute une partie recherche langage naturel pour savoir si le code LLib ABLC, c'est bien un email ou alors c'est contraire une adresse client. Et là, souvent, vous connaissez vos tables dans vos systèmes d'information, vous savez comment ils ont été codés. Donc, il faut retrouver en fait la raison d'être, la signification de ces champs pour aller jusqu'à la signification de l'ensemble du réseau sémantique des modèles de concepts de votre entreprise. Donc, dans la première partie, on va utiliser effectivement toutes les techniques de recherche par regex. Alors, évidemment, vous ne m'en voudrez pas, je ne parle que des mots anglais. À chaque fois que je trouve la traduction française. Donc, les regular expressions, hein,
qui sont rentrés dans le modèle de découverte automatique qui permettent au fur et à mesure de l'apprentissage de vérifier que chez vous, l'IBAR, ça veut dire email. Donc, au fur et à mesure, on va pouvoir qualifier vos données. On a des techniques de reconnaissance de langage naturel qui vont transformer les mots en vecteurs et les vecteurs dans la partie de découverte intelligente artificielle nous permettent de retrouver ces mots-là. Et donc, il y a toute une partie métadonnées qualifiées. En fait, on va trouver les données sensibles, toute cette partie importante dans la partie privacy, la partie maîtrise de données privées et qualité de la donnée, qui vont permettre un premier niveau de qualification. Donc là, on utilise les techniques traditionnelles et quand même, encore une fois, je vous assure, les résultats sont quand même vraiment surprenants en termes de qualification des données. On a des pourcentages vraiment élevés. Évidemment, l'étape supplémentaire, c'est la correspondance sémantique. Donc là, on est en cours de travail. Autant sur la première partie qualification, on sortira en cours d'année. Sur l'autre partie, ça va nous prendre plutôt la fin de l'année et l'année prochaine. Mais là, on commence à travailler sur ces fameux graphes de connaissances en liaison avec les graphes neural network, de manière à ce qu'on puisse produire en sortie non pas seulement de la qualification de champ, mais des propositions d'organisation de graphes de connaissances et réciproquement qu'on les enrichisse à l'intérieur du modèle IA de la propre connaissance qu'on aura rentrée, nous. Ce n'est pas simplement cette fois des hiérarchies de capacité, c'est vraiment un graphe sémantique complet. Et dans Méga, pour ce faire, d'ailleurs, on a introduit dans nos graphes sémantiques d'entreprise des notions d'événements, des notions temporelles, de manière à ce qu'une partie de la dynamique fasse partie du modèle de données qui ne soit pas simplement statique. Ça se fait aussi, on l'a fait aussi dans la partie data lineage, et dans le slide suivant, je vais vous montrer un petit peu ce vers quoi on se tend. De plus en plus, on va avoir l'idée principale dans les bénéfices, et elle est de deux ordres. La première, c'est d'assurer une continuité numérique dans cette chaîne des données. On voit qu'elle va partir tout en bas des données très physiques, qualifiées, et puis finalement comprises dans leur graphe sémantique. Et donc, ça se fait par paliers successifs. Et il va falloir fournir derrière une continuité non seulement dans les traitements, mais dans la manière dont les gens appréhendent ce qu'on appelle le zoom sémantique. Donc, j'ai un petit exemple ici où vous voyez qu'on a regroupé, on a retrouvé dans un arbre c'est un exemple client que j'ai un peu anonymisé ici, où les gens, on est dans un domaine où on fait des devis d'un côté, et à la fin, on va savoir combien de taux de vente on a réussi. Donc, la réussite du système d'acquisition des clients, finalement, à travers tout un décisionnel qui va transformer la proposition client en opportunité jusqu'à la vente. Donc, à la fin, on a quelque chose qui s'appelait dans leur modèle, avec un nom très compliqué, ENF et compagnie, qui finalement conduit à l'indicateur des ventes. Donc, on va tracer au fur et à mesure la donnée physique, sa qualification et sa construction pour arriver finalement à cet indicateur qui est tout à fait un indicateur métier. Donc, en haut, j'ai replié la partie métier et on ne voit plus qu'il y a des données personnes et employés qui donnent accès à cet indicateur. Et en bas, j'ai ouvert le zoom sémantique, la traçabilité des données techniques qui ont permis la construction de ces données métiers. Donc, on a besoin de la continuité numérique parce que le vrai monde, il se passe en bas, d'accord ? Mais le monde que l'on comprend, il se passe en haut. Il va falloir que cette continuité, à la fois des données qui viennent régulièrement dans l'entreprise et de la connaissance qu'on en a, s'agrémente d'une chaîne complète et accessible en fonction du besoin. Elle est non seulement nécessaire pour la traçabilité numérique, mais elle est nécessaire pour l'agilité à l'échelle. Si on veut agir à l'échelle, il faut agir normalisation des données techniques, finalisation de ces données, transformation de l'entreprise. Donc, ce zoom sémantique, cette continuité numérique, ce qu'on a vu dans les niveaux systémiques tout à l'heure, la connaissance du port, entre bouger des containers sur le quai ou alors entre les systèmes qui naviguent entre les différents ports et au niveau mondial, on aura bien différents niveaux de compréhension du modèle. Il faut en assurer une traçabilité numérique et sémantique, et c'est ce qui est en train de se faire avec ces graphes sémantiques. J'avais quelques slides en plus théoriques en dessous, on les regardera si on a le temps. Comment on est en train d'organiser le modèle par niveau pour arriver à cette automatisation d'une part et de l'autre côté à la continuité numérique. Voilà. C'était pour conclure sur nos travaux en cours et les grandes perspectives qu'ils offrent. Je pense qu'il y en a beaucoup.